Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette activité virtuelle organisée par le Réseau des diplômés et des donateurs de l'Université de Montréal en collaboration avec notre faculté, la Faculté des sciences de l'éducation. Je suis Alem Ammar, vice-doyenne au développement et à la formation continue de la Faculté des sciences de l'éducation. J'aurai le grand bonheur d'animer ce rendez-vous virtuel qui a pour thème « Éducation post-pandémie, défis pour les directions d'école ». Donc, avant de vous présenter nos invités, j'ai le plaisir de donner la parole à la doyenne, Madame Pascale Lefrançois, doyenne de la Faculté des sciences de l'éducation. Alors, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à cette activité. Bonjour à tous et à toutes. C'est vraiment un honneur et un plaisir pour mes collègues et moi de vous accueillir en grand nombre à notre activité de cet après-midi. Dans tous les volets de sa mission, que ce soit les programmes de formation initiale et continue, les activités de recherche et de transfert de connaissances, le service à la collectivité, notre faculté se veut ancrée dans sa communauté et ouverte sur le monde. En 2021, qu'on s'intéresse à la communauté de Montréal, du Québec ou à la planète entière, on peut difficilement passer à côté de l'adaptation de nos activités à la situation de pandémie. Dès les premières semaines de la crise sanitaire, nos professeurs ont voulu s'impliquer avec leurs connaissances et leur expérience pour soutenir à leur manière la réussite scolaire des élèves. Ils ont développé des guides, des webinaires, des formations de différents types pour aider le milieu scolaire dans son action au quotidien. Grâce à la contribution financière de petits et de grands donateurs, ces outils très appréciés ont pu être diffusés largement, de Montréal au Grand Nord du Québec, même jusqu'en Afrique francophone. J'en profite pour remercier encore ces donateurs, parce qu'il y en a peut-être parmi vous cet après-midi, et souligner encore une fois que les dons offrent vraiment à notre faculté des moyens qu'elle n'aurait pas autrement. Nous avons été témoins, comme chercheurs, comme citoyens, comme parents, de tous les efforts déployés par les enseignants pour réaliser leur mission d'éducation en dépit du contexte difficile. Et nous sommes tout à fait conscients qu'à côté des enseignants, avec eux, devant eux, derrière eux, pour eux, il y a des directions d'établissements dévouées et passionnées qui se sont senties essoufflées au cours des derniers mois. Chère direction, nous vous levons notre chapeau pour ce que vous avez réussi à faire pour les élèves du Québec. Aujourd'hui, nous souhaitons vous offrir une petite pause dans la course effrénée vers la rentrée pour vous permettre de réfléchir collectivement à des enjeux qui vous touchent de très près et de repartir avec des idées d'action pour votre milieu. J'espère que cette activité sera à la hauteur de vos attentes et qu'elle vous donnera envie de fréquenter de nouveau nos activités de transfert de connaissances ou de formation continue. Je remercie chaleureusement le Réseau des diplômés et des donateurs de l'Université de Montréal pour l'organisation de cet événement. Et je remercie du fond du cœur ceux avec qui vous échangerez cet après-midi, mes collègues professeurs qui ont gentiment accepté notre invitation, ainsi qu'un courageux directeur d'école, un vrai, que je vais bientôt laisser Mme Ammar vous présenter. Alors, Mme Ammar, je vous laisse le micro. Merci beaucoup, Madame Lefrançois. Donc, chers participantes et participants, nous avons déjà reçu une question par courriel qu'on va poser à nos invités et on me dit qu'on a aussi reçu depuis le début de l'événement plusieurs questions. Donc, nos invités vont répondre à vos questions à la deuxième partie de l'événement. Vous pouvez également poser vos questions, si vous avez d'autres, pendant l'activité en utilisant le bouton questions-réponses situé au bas de votre écran. Nous tenterons de répondre au maximum de questions dans la deuxième partie de cette activité. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter, comme l'a dit Madame la doyenne, notre première invitée, Stéphane Pigeon, directeur de l'école secondaire Mont de la Salle. Stéphane Pigeon est titulaire d'un baccalauréat en enseignement de l'histoire et d'une maîtrise en histoire de l'Université de Montréal. De 1997 à 2002, il a commencé sa carrière en tant qu'enseignant au secondaire. Par la suite, il a occupé le poste d'adjoint de direction de 2002 à 2008. Depuis 2008, il est directeur d'école. Il a toujours
toujours œuvré dans des écoles secondaires du Centre de service scolaire de Laval. Monsieur Pigeon est également directeur d'une de nos écoles associées. Stéphane Pigeon, bonjour. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Nous avons également la chance d'avoir à notre tribune 4 professeurs de la Faculté des sciences de l'éducation que j'ai le plaisir de vous présenter. Nathalie Bolac, Élodie Marion, Éric Morissette et Garine Papazian-Zorabian. Après avoir été enseignante, Nathalie Bolac a occupé la fonction de direction d'école pendant une douzaine d'années. Son expertise touche à 3 grands domaines, la pédagogie, l'évaluation des apprentissages, ainsi que l'administration scolaire au niveau primaire et secondaire. Enseignante en adaptation scolaire de formation ayant évolué dans différents milieux, Élodie Marion vise à soutenir par la recherche la réussite scolaire et éducative ainsi que l'inclusion des adolescents dits en difficulté d'adaptation et des jeunes vivant des problématiques multiples et complexes, notamment ceux pris en charge par la protection de la jeunesse. Éric Morissette a travaillé à la direction d'écoles primaires et secondaires, dont l'une spécialisée en santé mentale et l'autre en troubles du comportement au secondaire. Ses champs d'intérêt de recherche s'orientent vers le leadership scolaire chez les directions d'école, la planification et la gestion axée sur les résultats en éducation, l'intimidation et les comportements prosociaux, l'adaptation scolaire, la motivation scolaire et la réussite éducative. Comme vous pouvez le voir, la liste est pas mal longue. Et nous avons aussi avec nous aujourd'hui Garine Papazian-Zorabian, directrice scientifique de l'équipe de recherche interdisciplinaire sur les familles réfugiées et demandeuses d'asile. Elle est également chercheuse permanente pour l'Institut universitaire Sherpa, Immigration, Diversité, Santé. Elle est psychologue, psychothérapeute et membre de l'Ordre des psychologues du Québec. Bonjour à vous 4. Merci d'avoir généreusement accepté de participer à l'événement d'aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, Monsieur Pigeon, je vous laisse la parole pour nous partager les défis auxquels vous avez fait face pendant la pandémie. Par ailleurs, vous avez également préparé des questions pour nos 4 professeurs invités. Je vous laisserai donc le soin de les poser après votre témoignage. Pour ma part, on se retrouve dans la deuxième partie de cette activité pour la période des questions. Merci et bon événement. Merci beaucoup, Mme Amard. Je veux d'abord profiter de ma tribune pour remercier l'Université de Montréal chaleureusement pour cette invitation, particulièrement Mme Amard et Mme Lefrançois. C'est très apprécié, comme c'est d'ailleurs très apprécié toute la collaboration qu'on peut mettre en place dans le cadre de notre école associée. Le mandat qu'on m'a donné aujourd'hui, c'est de parler un peu des défis organisationnels qui ont été rencontrés, un peu du vécu d'une direction en contexte de pandémie. Le plus grand défi, je trouve, dans cette présentation-là, c'est qu'on m'a donné 10 minutes pour le faire. C'est un défi que je partage avec mes collègues qui auront aussi un temps très restreint tantôt pour répondre aux questions que je me permettrai de leur poser. En blague, dans la préparation de cette rencontre-là, un des collègues, M. Morissette, pour ne pas le nommer, me demandait si j'avais toute l'autorité nécessaire pour faire cette présentation-là. Est-ce que j'avais eu la COVID? Non, heureusement. Je suis très heureux, je n'ai pas eu la COVID. Par contre, je suis allé revérifier parce que je n'avais plus le chiffre en tête quand M. Morissette m'a posé la question. J'ai eu l'an dernier à mon école 269 cas de COVID. Donc, je pense, M. Morissette, que ça se qualifie bien comme étant expert en gestion d'école en temps de COVID. 109 groupes confinés dans une école qui en compte 85. Donc, vous comprendrez qu'il y a quelques groupes qui ont été élus à plus d'une reprise dans cette niche. Dans les quelques minutes qui me sont imparties, j'aimerais d'abord revenir sur le printemps 2020, qui est l'espèce de zone complètement surréelle de cette pandémie-là, du 10 mars jusqu'à la fin juin, et ensuite revenir sur l'an dernier, autour de 3 grandes zones de préoccupation. Et, ces 3 zones-là, c'est les préoccupations humaines, les préoccupations pédagogiques et les préoccupations organisationnelles. Évidemment, je pense comme la plupart d'entre vous, au niveau de la hiérarchisation de ces préoccupations-là, c'est d'abord les préoccupations humaines qui viennent
qui nous viennent en tête. Ensuite, les préoccupations pédagogiques, mais à la fin, les préoccupations organisationnelles. Mais je vais me permettre de commencer par vous parler des préoccupations organisationnelles parce que c'est elles qui viennent bousculer les deux autres après. Vous n'en serez pas surpris. Printemps 2000, petit retour rapide, juste pour vous permettre de revivre ce moment extraordinaire où, à partir du 10 mars, on nous confine. D'abord, on annonce 2 semaines de vacances pour les enseignants et le personnel. Ensuite, on annonce que c'est une offre facultative. Les enseignants et les élèves peuvent très bien participer à des activités pédagogiques s'ils en ont le temps, s'ils se sentent disponibles et disposés à le faire. Ensuite, on passe à un caractère obligatoire pour les élèves, mais toujours à un caractère volontaire pour le personnel et les enseignants. Puis, à la fin, on ajoute les camps pédagogiques, obligatoires, puis obligatoires, presque obligatoires. Et à l'intérieur de tout ça, certaines volte-face. Ce qu'on a appris à faire pendant cette première partie-là de la pandémie, c'est à exercer notre leadership et à travailler avec notre équipe à distance. C'était la première fois depuis le début de notre carrière, évidemment, qu'on avait ce défi-là par téléphone, par courriel, par des réunions en Zoom, de mobiliser, de questionner, de challenger, de valider, de superviser, d'accompagner nos équipes. Donc, c'est en accéléré qu'on a vécu cet apprentissage-là. Le deuxième apprentissage qui va beaucoup servir pour la suite, c'est les différentes vitesses de chacun des membres de notre équipe. On a eu évidemment chacun dans nos écoles des super champions qui, même pendant les 2 semaines de vacances, continuaient de contacter leurs élèves à tous les jours, de leur offrir des cours d'une qualité extraordinaire, alors qu'à l'autre bout du spectre, on avait des enseignants qui, même lorsqu'on les appelait à tous les jours, eux, pour les mobiliser, ils étaient à peu près au degré 0 d'implication et que les élèves étaient laissés complètement dans le néant. Et entre les deux, toutes les couleurs s'y trouvaient. Et c'est quelque chose qui a été une constante, ces écarts-là, en tout cas dans mon milieu. Puis je suis convaincu que ça a été la même chose dans vos milieux aussi pendant toute l'année dernière au niveau pandémique. Après ce qu'on a vécu l'an dernier, dans cette période-là, est venu l'été. Un été complètement différent, évidemment, parce que c'est un été pré-rentrée pandémique avec tous les élèves. Donc, c'est un été alors que dans mes forces, puis je pense qu'il faut qu'on ait cette force-là si on veut survivre en direction, l'été, j'ai toujours été très, très bon pour couper, faire une coupure complète. L'été dernier, j'ai été vraiment pourri. Je suis désolé, mais ça a été un été où j'ai continué de prendre mes courriels tout l'été, où je suis resté complètement en activité cognitive intense à essayer de réfléchir à quoi pourrait bien ressembler mon école en version pandémique, comment je pourrais l'organiser pour que les gens se sentent en sécurité, mais qu'ils ne se sentent pas non plus trop encadrés ou insécures, comment je pourrais répondre à ceux qui ont une peur panique de la COVID et les rassurer, puis comment je pourrais répondre à ceux qui en ont assez des mesures sanitaires et qui ont bien hâte de retrouver leur liberté. Donc, c'est déjà avec un certain niveau de fatigue que je suis arrivé à l'école l'an dernier pour débuter l'année. Et c'est là que j'arrive aux préoccupations organisationnelles, qui sont évidemment les premières à avoir occupé mon agenda dès le mois d'août et qui sont celles qui ont continué d'occuper une très, très grande partie de mon agenda jusqu'à la fin de l'année. Puis, comme elles sont très fidèles, les préoccupations organisationnelles, elles ont recommencé à me préoccuper depuis la rentrée. Donc, c'est vraiment elles qui prennent beaucoup de place. Évidemment, quand on parle de préoccupations organisationnelles, on parle d'abord d'organisation scolaire, comment organiser les fameuses bulles classe. Je suis directeur d'une école secondaire de la première à la 5e secondaire de plus de 1800 élèves. Donc, c'était un défi intéressant de le faire avec tout ce que ça implique de décisions pédagogiques pour les élèves qui avaient des matières de différents niveaux au 2e cycle pour lesquelles on devait faire des bulles classe. Toutes les prises de décision qu'on devait faire au niveau des processus d'hygiène à mettre en place, les processus de désinfection à mettre en place, les cafétérias organisées, les déplacements en respect de la distanciation, l'affichage, les espaces de vie,
La fluctuation des consignes sanitaires qui s'est poursuivie. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui a été une grande constante, la fluctuation des consignes sanitaires. Les confinements, déconfinements, reconfinements, fermeture d'école, parce que ça aussi, je l'ai vécu. Une fermeture d'école de quelques jours pour une trop grande éclosion. L'administration de tests de dépistage. On a eu la chance d'être sélectionné comme école pilote pour administrer nous-mêmes des tests de dépistage dans l'école quelque part pendant l'année. L'opération vaccination que vous avez évidemment tous vécu aussi dans vos écoles à la fin de l'année. Tout cela, et c'est ce que je veux mettre en évidence dans cette partie-là, le plus grand impact, c'est que ça m'a détourné de ce que je considère comme étant mes meilleures pratiques de gestion puis mes meilleures pratiques de leadership. Moins que jamais, j'ai été sur le plancher. Moins que jamais, j'ai été dans les salles des enseignants. Moins que jamais, j'ai eu des occasions d'échanger spontanément avec les enseignants, avec les membres du personnel, même avec les directions adjointes. Plus que jamais, j'ai dû annuler des rencontres par imprévu. Plus que jamais, j'ai dû quitter des rencontres parce que je répondais à mon téléphone cellulaire, parce que dès que c'était numéro inconnu sur mon téléphone cellulaire, je savais que c'était mes nouveaux amis de la santé publique qui m'appelaient. Tout ça a fait en sorte que j'ai eu l'impression de m'éloigner de mon équipe et qu'alors qu'ils avaient plus que jamais besoin de me savoir à proximité d'eux, j'étais loin d'eux, dans tous les sens du terme. Ce qui m'amène au deuxième niveau de préoccupation qui, à mon sens, sont les plus importantes, les préoccupations humaines. Préoccupations humaines à plusieurs niveaux. D'abord, me préoccuper de mon équipe de direction, qui, comme moi, était confrontée exactement au même choix et confrontée à la même surcharge et au même manque d'énergie plus l'année avançait. Comment les soutenir le mieux possible pour qu'eux, à leur tour, puissent soutenir l'équipe école. Ensuite, l'équipe école elle-même, les membres du personnel qui étaient confrontés à tous ces changements-là d'enseignement à distance, d'enseignement en alternance, d'enseignement, eux en présence avec les élèves à distance, d'enseignement, eux à distance avec les élèves en présence. Toutes les formules combinées que vous avez connues dans vos écoles, on les a connues dans mon école. Les élèves évidemment avec moins d'occasions de socialisation, les élèves sans parascolaire, en bulle classe, plus capable de voir les mêmes élèves jour après jour, tout le temps, avec le masque, comment je pouvais prendre soin d'eux, alors qu'ils avaient tendance à s'éloigner de plus en plus de l'école parce que s'ils quittaient le terrain de l'école, ils n'avaient plus à porter le masque. Donc, on était en contrario de toutes les bonnes pratiques qui disent de garder le plus possible les élèves à l'école. On faisait tout pour que tout ce qui était organisé, finalement, faisait en sorte qu'ils avaient le goût d'être partout ailleurs, mais sauf à l'école. Les parents aussi, il ne faut pas oublier c'est notre rôle aussi de prendre soin des parents, comment les soutenir, comment les rassurer, comment communiquer efficacement avec eux pour qu'ils sentent que l'école prend bien soin de leurs enfants. Les préoccupations pédagogiques, qui encore plus que les préoccupations humaines, ont peut-être été reléguées en arrière-plan encore une fois, alors que l'urgence était là, parce que l'urgence était là à cause des retards scolaires. L'urgence était là parce que les enseignants devaient repenser leurs pratiques en virtuel ou en alternance, revoir leurs pratiques d'évaluation pour les rendre plus que jamais au service des apprentissages. Au niveau pédagogique, ce que je retiens, c'est que ça a été une extraordinaire occasion parce que tout le monde a senti l'urgence de changer ses pratiques. Mais ça a été une extraordinaire occasion dans les circonstances les plus épouvantables possibles, alors que personne n'était disponible pour réfléchir à ce changement de pratique, personne n'avait le temps de lire sur les meilleures pratiques et personne n'avait l'énergie non plus de mener les discussions sur ce changement de pratique-là. Donc, ça s'est ajouté, cette frustration-là, d'avoir l'impression de passer à côté d'une occasion historique qui, il me semble, n'est pas encore complètement fermée. Cette porte-là ne me semble pas encore complètement fermée. Donc, mais pour l'instant, moi, personnellement, avec mon équipe, j'ai l'impression de ne pas avoir eu le temps ni l'énergie pour profiter de cette occasion-là. Par contre, et je termine sur cette note positive-là, j'ai eu l'impression que cette crise-là m'a permis jusqu'à un certain point de raffermir ma position de leader dans mon école. Que les enseignants ont beaucoup, et l'équipe école ont beaucoup apprécié mon leadership rassurant, l'efficacité avec laquelle l'équipe de direction a bien géré tous ces changements-là et
les confinements, etc., et a pris les bonnes mesures. La transparence dont nous avons pu faire preuve aussi a plu à l'équipe et j'ai l'impression que les gens ont eu un immense respect et ont bien compris dans quelles circonstances difficiles nous travaillons. Autant le membre du personnel que les parents, je l'ai senti, autant de la part de mon conseil d'établissement que les parents avec qui j'ai échangé, que des membres de mon équipe école. Et ça, à la fin, j'ai l'impression que c'est quelque chose dont on va sortir gagnant, les directions d'école, où on va avoir eu acquis, encore une fois, un encore plus grand respect et une plus grande crédibilité auprès d'une très grande partie de nos organisations. Donc voilà, j'ai triché, j'ai empiété sur le temps que Mme Amard m'avait laissé. J'ai vu qu'elle m'avait laissé généreusement 2 minutes et demie. Je les ai toutes prises. Je ne les ai pas laissées à mes collègues. Donc, je suis rendu à la partie des questions. Après cette mise en bouche, c'est avec vous, M. Morissette, que nous allons commencer la première partie de la discussion. M. Morissette, j'ai 2 questions pour vous. Je me permets de vous demander quelles sont les formes de leadership dans le contexte qui sont les plus pertinentes pour faire face aux défis qui nous attendent. Et comme deuxième question, quelles devraient être nos priorités en matière de leadership pour faire face aux vastes chantiers auxquels nous nous trouvons confrontés? Merci, M. Morissette. Merci beaucoup Stéphane. Vous aurez deviné à travers les taquineries, Stéphane et moi, on connaît, on a la chance de collaborer depuis 5-6 ans ensemble et on se connaît de réputation comme direction d'école depuis une vingtaine d'années. Alors, on aime se tirer la pipe là. Alors, merci Stéphane pour ce beau témoignage. Bonsoir à tous et à toutes et merci d'être avec nous. Alors, à travers les 2 questions qui m'ont été posées par Stéphane, je vais voir à transformer le vécu de Stéphane, puis faire des liens avec des volets peut-être un peu théoriques, là, mais qui, vous savez que lorsqu'on parle comme chercheur, lorsqu'on identifie des pratiques efficaces, des pratiques qui sont probantes, mais on détermine ça en observant justement des praticiens comme Stéphane. Alors, la prise de parole d'aujourd'hui, je vais me centrer sur 2 volets, donc sur le leadership, mais on va voir quels sont les éléments importants dans un leadership pédagogique positif et collaboratif. Et particulièrement, on va parler d'un leader conscient. Et je suis content de la prise de parole de Stéphane parce qu'on va pouvoir faire des liens entre le leader conscient et les actions qu'il a posées au cours de la dernière année. Et pour répondre à la question finale, où je vais mettre l'accent sur le sentiment d'efficacité collective et comment, comme direction d'établissement, on peut contribuer puis faire émerger et s'assurer du développement du sentiment d'efficacité collective et de la résilience collective et nécessairement l'importance d'un passage à l'action. Donc, comme direction d'établissement, ce que je dis, mais je le fais. Donc, on passe des paroles à l'action. Alors, on se rappellera, depuis le début de la pandémie, les médias, les journalistes nous rappellent que, particulièrement chez les adolescents, il y a une problématique où il y a un manque de socialisation. Alors, c'est intéressant ce que ça nous a permis comme chercheurs et particulièrement de travailler avec des écoles et les directions d'établissement qui, eux, travaillent avec leur équipe école, c'est de revoir quelle était la mission de l'école qui était instruire, socialiser, qualifier. Alors, la socialisation, on a mentionné que c'était un manque, mais lorsqu'on questionne les gens, mais qu'est-ce que c'est socialiser? Comment on apprend à socialiser? Puis pourquoi c'est si important de socialiser? Ça nous a permis de mettre de l'avant auprès des milieux et c'est une de ces 3 missions-là. Et comment elle a travaillé justement pour supporter l'adaptation et le passage à travers la crise de nos élèves. Si on avait à choisir un style ou quel modèle de leadership préconiser en situation de post-pandémie, je ne me positionnerais pas ou je n'affirmerais pas que voici un type de leadership à choisir et c'est celui-là à préconiser. J'aurais plutôt tendance à parler d'un leadership plutôt de type de convergence, c'est-à-dire un leadership qui est adaptatif, qui va permettre au leader, où le leader va prendre le temps d'observer son milieu et de s'adapter à chacune des situations et il y en a eu plusieurs au cours de la dernière année. Donc, Stéphane a parlé justement d'un thème qu'on utilise qui s'appelle l'actualisation du leadership. Donc, comme directeur d'école, la dernière année lui a permis justement de sortir
cette crise grandit parce qu'il a été capable justement de prendre conscience de ses actions comme direction d'établissement et de les bonifier et que ça soit reconnu par son milieu. Donc, il a actualisé son leadership en termes de connaissances, de compétences et d'habileté politique, c'est-à-dire des principes de communication. Alors, félicitations, Stéphane, et je comprends pourquoi tu es avec nous. Et dans la suite de ma réponse, je vais parler plus précisément qu'est-ce que c'est un leadership pédagogique positif et on va parler aussi également du leadership conscient. Le leadership conscient, ce qui est intéressant, c'est que ça ne s'adresse pas juste aux directeurs d'école, mais les hautes études commerciales et l'école de gestion de l'Université du Québec à Montréal ont également travaillé sur le développement et l'actualisation du leadership des cadres dans d'autres domaines et on parle du leadership conscient. Lorsqu'on parle d'un leadership positif, à l'école, Murphy, dans ses travaux, évalue 3 domaines. Donc, on parle de productivité organisationnelle, de culture organisationnelle et de climat organisationnel. Donc, Stéphane, justement, a ciblé, quand on parle de climat organisationnel, on parle de l'humain. Quand on parle de productivité organisationnelle, mais on parle des opérations et de l'organisation, des petites actions qui fait que l'école fonctionne relativement bien. Lorsque je mets l'accent sur le climat organisationnel, mais je travaille la satisfaction collective, donc de l'ensemble de mon équipe école. Je travaille sur l'engagement parce que ça a pris beaucoup d'engagement. Donc, les gens se sont mobilisés, se sont engagés pour réussir justement à faire une année relativement acceptable scolaire pour nos élèves. Et ça nous permet aussi de conserver notre personnel lorsque je me préoccupe du climat, donc je me préoccupe de l'humain. Au niveau de la productivité organisationnelle, mais on n'a pas eu le choix. On parle d'innovation, donc on a été innovant et particulièrement lorsque Stéphane parle justement de développer cette expertise, de travailler à distance, de travailler de façon différente. On a été confrontés à des changements pour la plupart pour lesquels on a réussi. Donc, la productivité organisationnelle, on parle d'innovation, de satisfaction des acteurs et de passer des paroles à l'action, donc de réaliser ce qu'on avait sur le pain qu'on avait sur la planche, on a réussi à le faire. Donc, vous voyez ici qu'à travers les actions concrètes d'une direction d'établissement, on vient rejoindre les 3 éléments du leadership qu'on appelle le leadership positif de la direction d'établissement. Donc, une bonne productivité organisationnelle avec une préoccupation sur le climat organisationnel. Et là, Stéphane, tranquillement, va pouvoir récupérer avec la fin de la pandémie, donc à travailler sur du long terme, donc travailler sur la culture organisationnelle. Lorsqu'on parle de leadership pédagogique positif, il y a certaines caractéristiques que je tiens à vous nommer. On va baser nos interventions sur les atouts qu'on a à l'intérieur de l'école. Donc, la direction est continuellement axée sur les atouts des acteurs apportent à l'école. Donc, les individus collaborent à la recherche de solutions et l'application de ces solutions-là. On va être aussi axé sur les moyens. Donc, on reconnaît l'importance des tâches du quotidien, du leadership pédagogique comme fondement pour une transformation positive. Une caractéristique d'un leader pédagogique positif, il est authentique, donc requiert une bonne conscience de soi qu'on va voir dans le leadership conscient, une transparence, et ça a été apprécié des acteurs et des parents et on l'a retourné à la direction de l'établissement et une considération équilibrée, un comportement qui est autorégulé. Et lorsqu'on parle d'autorégulation de comportement, on parle nécessairement chez les leaders l'importance de bien gérer ses émotions, donc capable de les identifier pour bien les gérer, transcendant, donc établir une vision moralement convaincante. Donc, la direction doit être convaincue pour convaincre l'ensemble de son équipe école qu'on est capable de passer à travers de l'adversité auquel on fait face et on est fondé sur les services, c'est-à-dire qu'on met l'accent sur les fonctions de leadership. Donc, conserver et nourrir l'humanité de tous ceux qui servent et sont au service de l'école. Quand je parle de leader conscient, donc de pleine conscience, ce qui est important, on met les leaders conscients vont rechercher la clarté. Ils vont avoir un regard introspectif et ils sont bienveillants. Alors, être bienveillant, ça ne veut pas dire que je suis gentil, que je regarde la vie avec des lunettes roses et je suis au pays des licornes, mais bienveillant, c'est que je m'assure du bien des autres pour qu'ils réussissent leur mission et au niveau des élèves également, donc pour qu'ils réussissent leur année scolaire. Un leader conscient va s'adapter à un environnement complexe. C'est exactement ce qui s'est produit. Il est agile, il préconise une intelligence émotionnelle, il prend soin de lui-même
et il est bienveillant avec les autres. Donc, quand je prends soin de moi, je suis capable de prendre soin des autres aussi également. Il développe son empathie, c'est ce qui a été nommé de la part de Stéphane. Moi, si je suis empathique, nécessairement, je vais attirer l'empathie de la part de mes employés, de mes collègues de direction adjointe, également de mes parents, et son ouverture pour des relations de travail plus harmonieuses. Cet aspect augmente la productivité chez les membres de l'organisation. 3 éléments dans l'intelligence émotionnelle qu'il faut retenir comme importants dans le leadership post-pandémique, c'est la gestion du stress, donc cette notion-là de flexibilité, de tolérance au stress et d'optimisme, de prise de décision, d'être capable de résoudre des problèmes, donner du sens à la réalité et contrôler ses impulsions. Donc, des fois, on veut prendre des décisions rapides, ce n'est pas nécessairement toujours les bonnes. Donc, gestion de stress, donc d'être capable d'être flexible, d'identifier mes émotions, capable de bien gérer mes émotions, de prendre des décisions. Et le 3e aspect de l'intelligence émotionnelle que je retiens, c'est les relations humaines, donc cette capacité d'entretenir des bonnes relations humaines positives, d'être empathique. Donc, quand on est empathique, on peut demander l'empathie des autres et on va aussi l'obtenir en grande partie et aussi développer la responsabilité sociale, ce qui a été plus important que jamais. Donc, on le voit présentement avec la vaccination. Il y a une responsabilité sociale, donc oui, pour notre santé, mais collectivement aussi également. Donc, vous voyez que ce sont des éléments qui font partie qui répondent à la question sur qu'est-ce qui est important, quel modèle de leadership préconiser. Alors, ce sont des caractéristiques de quelques styles de leadership qui vont venir mettre en place mon style de leadership et être efficace. Un leader conscient établit un environnement qui est positif par des valeurs qui sont fondamentales, c'est-à-dire le respect, l'écoute et la compassion, et il va renforcer le lien de confiance et la collaboration. C'est, entre autres, les démonstrations que Stéphane nous a présentées. Particulièrement, lorsqu'on parle d'intelligence émotionnelle, ce que j'appelle, puis c'est une conférence qui est faite puis partagée ce soir par des directions d'établissement. Donc, à travers tout ce que j'ai nommé, il faut prendre soin de soi. Donc, quand je prends soin de moi et je suis capable de mentaliser, c'est-à-dire d'être capable de transformer les éléments émotifs sur un plan rationnel, ça me permet de garder mon sang-froid en situation stressante, ça me permet de rétablir l'ordre et ça me permet de communiquer et élaborer des stratégies. Et une direction d'école qui est capable de faire ça, donc d'être en gestion de ses émotions, d'être capable de contrôler les éléments d'anxiété que tout ça nous fait vivre, mais ça contribue justement à un climat scolaire qui est positif, c'est-à-dire que mon équipe école va être aussi un peu moins anxieuse parce qu'on a un leader qui est conscient et qui est confiant surtout. Alors, j'aimerais aussi vous apporter 4 éléments importants au niveau du leadership d'ordre psychologique qui nous permettent de passer à travers le travail de direction d'établissement, mais particulièrement en situation dans laquelle on est. Donc, l'importance d'être optimiste, d'avoir un sentiment d'efficacité personnelle qui est quand même élevé, d'être résilient et d'être proactif, donc de passer à l'action. Donc, quand on parle d'optimisme, c'est s'attendre habituellement à des résultats positifs de nos efforts, décider des situations qui présentent ou non des occasions d'exercer une influence et une mainmise directe et prendre des risques qui sont positifs. L'auto-efficacité ou le sentiment d'efficacité personnelle, c'est croire en sa capacité d'accomplir une tâche et d'atteindre l'objectif et prendre des risques responsables, faire des efforts considérables, et ça, c'est ce qui a été fait, et persister dans l'adversité. La résilience, c'est la capacité de se relever d'un malheur, de s'adapter au changement et la capacité de faire face à des circonstances qui sont difficiles. Donc, vous voyez que ce 3e élément-là est important aussi pour les leaders scolaires. Et la proactivité, c'est-à-dire de passer des paroles à l'action et de ne pas attendre d'être en situation de quelqu'un va trouver une solution pour moi, comme le ministre ou bien le ministère ou bien la commission scolaire, mais d'être proactif, nous, avec l'équipe école, donc de stimuler et gérer le changement dans des situations qui sont complexes et opérer des changements significatifs en prenant des initiatives et en faisant preuve de persévérance. Donc, je me mobilise, je m'engage et je persévère. Alors, à savoir sur quoi mettre l'accent, puis présentement, c'est ce que vous avez fait, puis on doit continuer à travailler sur la résilience collective et cette capacité de croire qu'en équipe, on peut résoudre des problèmes. La résilience collective s'observe dans une organisation à sa manière de réagir et de confronter des situations d'adversité et en travaillant ensemble pour les surmonter par le travail collaboratif,
En travaillant ensemble, les individus partagent leur expertise et s'impliquent dans le processus de résolution de problèmes et contribuent à faire cheminer l'équipe vers une organisation qui devient une organisation apprenante. Et je crois que dans la dernière année, on n'a jamais autant appris. Alain, combien de temps qu'il me reste? Ah, OK. Donc, je vais poursuivre et je vais conclure. Pour une équipe, pour un retour à l'école, donc, on ne le fait pas seul comme direction d'établissement. Si je suis au primaire et comme direction d'école, je suis seul, donc je vais m'assurer d'avoir une équipe de retour éducatif à l'école, donc un retour à l'école ou l'adaptation l'année suivante par rapport à l'année qu'on vient de vivre, donc où on est en situation de s'adapter à une seconde année. Donc, les questions à se poser, c'est quels sont les besoins de nos élèves. Donc, je me suis préoccupé de mon personnel, je me suis préoccupé des opérations pour que ça fonctionne bien, mais aussi nos élèves, puis particulièrement nos élèves fragiles. Donc, on va se questionner quels sont les besoins de nos élèves, donc en particulier nos élèves à risque. Comment peut-on y répondre? Comment saurons-nous si leurs besoins ont été comblés avec efficacité? Donc, ce n'est pas juste de nommer, mais s'assurer de faire un retour, puis on a fait ce qu'on devait faire auprès des élèves qui en avaient besoin et que fait-on avec les élèves pour lesquels on n'a pas réussi à combler leurs besoins. Donc, trouver des solutions, un plan B, des alternatives et aller chercher des collaborateurs. Lorsqu'on parle du climat scolaire et l'importance des relations positives, donc, on a besoin de préparer, de planifier le retour à l'école, donc observer, réfléchir, agir, réguler. On doit répondre aux besoins affectifs et de santé mentale des élèves et de notre personnel, s'assurer que nos élèves soient dans des routines et des attentes claires. On fait l'enseignement et le renforcement des comportements, particulièrement des apprentissages sociaux et émotionnels, et on soutient les élèves ciblés à risque. Donc, l'accent est mis sur le bien-être des élèves et du personnel, sur la motivation et l'engagement, parce qu'il y a eu une perte justement chez nos élèves plus fragiles de motivation et d'engagement, et tout ça simultanément avec une priorité sur le rattrapage et les apprentissages scolaires. À retenir, on dirige comme on est. Cependant, je peux m'améliorer. Que si je suis conscient de ce que je peux améliorer, donc justement de réfléchir sur les actions que je pose comme direction d'établissement, me questionner et déterminer ce qui est bien ou qu'est-ce qui est bien mais qui peut être amélioré ou qu'est-ce que je veux faire différemment une prochaine fois. Et nous parlons du pouvoir de l'autodétermination justement pour actualiser son leadership de direction d'établissement et non juste copier un modèle de leadership. La socialisation est un enjeu majeur du climat scolaire, particulièrement au retour du déconfinement. Les intervenants de l'école possèdent un pouvoir en travaillant ensemble pour réussir le retour à l'école avec des relations qui sont positives, éducatives et revenir aussi à la bienveillance. Et le leadership de la direction est essentiel pour planifier et influencer un retour à l'école qui est efficace ou une poursuite de l'adaptation du retour à l'école de façon efficace en promotant le sentiment d'efficacité collective et une excellente gestion de ses émotions et de celles des autres. Est-ce que ça a répondu à tes questions, Stéphane? Très, très bien. Merci, M. Morissette. Il y avait énormément de contenu. On aura la chance à la fin d'essayer de mettre en lumière certains des éléments de votre réponse. Mais merci infiniment, M. Morissette. C'est très apprécié. Sans plus tarder, on passe maintenant à Mme Élodie Marion. Mme Marion, j'ai une question pour vous. Quels sont nos principaux défis pédagogiques et quelles sont les stratégies adaptatives qu'on devrait envisager? Bonjour. Bien, merci beaucoup pour votre question. Je vais rebondir sur un aspect que vous avez un peu discuté là, dans votre témoignage aussi, c'est-à-dire que la pandémie a été un peu un terreau fertile là, pour le renouvellement ou les réflexions des enseignants et du personnel là, sur les pratiques pédagogiques. Puis, je pense qu'un des principaux défis, là, celui dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est celui de continuer d'enraciner une culture d'apprentissage forte et inclusive. Je pense que la pandémie, comme plusieurs le savent, ça a exacerbé des enjeux qui étaient déjà existants, dont la difficulté relative à l'engagement des élèves face aux tâches scolaires. Je pense que ça a été particulièrement rendu visible lorsqu'il était question d'enseignement à distance ou à la maison, ces difficultés-là d'engagement pour certains élèves. Donc, poursuivre le développement de manière intentionnelle, si ça peut devenir
ça peut faire partie, lorsque ce sera le temps d'en faire une priorité, si je peux dire, comme on regarde là, tout ce qu'il y a à traiter. Je pense que de miser sur le développement de cette culture-là de manière intentionnelle, c'est-à-dire d'amener tous les élèves à vouloir apprendre par eux-mêmes, à vouloir s'améliorer, que les élèves continuent à travailler sans nécessairement attendre une note pour effectuer les tâches ou pour vouloir s'améliorer. Bref, donc c'est sur ce défi-là que j'ai envie de miser aujourd'hui. Puis pour ça, j'ai réfléchi puis je me disais, il y a peut-être 4 stratégies principales là, pour une direction d'école pour continuer le développement de cette culture-là. La première stratégie, je dirais, c'est la réalisation d'un bilan avec l'équipe école, un bilan sur la culture d'apprentissage, où est-ce qu'on en est par rapport à l'engagement de nos élèves. Puis là, pour faire ça, je me disais, c'est quand même important aussi de se rappeler que pour faire ce bilan-là, on peut autant interroger les enseignants que le point de vue des élèves. Les élèves ont beaucoup à nous dire sur ce qui influence leur engagement là-dedans. Et qu'on peut on peut se demander, comme équipe école, qu'est-ce qu'on met? On sait par exemple que la valeur de la tâche, c'est un facteur qui va contribuer à l'engagement des élèves. Qu'est-ce qu'on fait pour mettre en évidence la valeur des tâches? Quels sont nos bons coups par rapport à ça? Ou qu'est-ce que les élèves en pensent aussi? Est-ce qu'on utilise des phrases? L'an dernier, j'ai rencontré durant la pandémie une quarantaine d'élèves, d'adolescents en difficulté, qui me disaient on utilise beaucoup des phrases du type ça va te servir l'an prochain, tu vas voir, ça sera plus difficile l'année prochaine. Donc aujourd'hui, engage-toi dans tes apprentissages parce que ça va être utile plus tard. Puis des fois, on veut bien faire en disant ça, on veut les motiver. Puis finalement, quand on écoute le point de vue des élèves, ils nous disent moi, ça me crée plus un stress, puis ça me crée du désengagement. Fait que, bref, on peut faire un peu un état de situation en parlant de valeur de la tâche. On peut aussi faire le bilan sur le sentiment de contrôle que les élèves ont par rapport à leurs apprentissages. Des jeunes, justement, en difficulté l'an dernier me racontaient qu'ils avaient un faible sentiment de contrôle parce qu'ils avaient des difficultés relatives à l'attention ou qu'ils devaient s'absenter. Là. Je rencontre beaucoup de jeunes qui ont des difficultés au niveau familial et qui doivent s'absenter parfois fréquemment de l'école. Puis ils disaient qu'il y avait un faible sentiment de contrôle quand c'est les enseignants qui enseignent avec des méthodes pédagogiques plutôt magistrales. Ils avaient des difficultés à suivre le rythme puis à avoir l'impression d'être en contrôle. Bref, c'est quelques exemples. Il pourrait y avoir toute une autre liste, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans notre bilan, mais c'est un premier aspect. Je pense que le retour post-pandémie, si on peut appeler ça comme ça, en tout cas, quand on pourrait appeler ça comme ça, je pense que l'heure d'un bilan, ça pourrait être intéressant là, de voir où nos élèves sont rendus et qu'est-ce qu'on a fait. Une deuxième stratégie que je prends en lien, c'est celle de l'accompagnement des enseignants dans le développement de scénarios qui sont engageants, que ce soit en le faisant comme direction d'école ou en mobilisant des ressources, des conseillers pédagogiques, des ressources externes qui peuvent aussi accompagner nos enseignants là-dedans, d'analyser avec eux leurs pratiques, de faire ressortir ce qu'ils font de bien, que ce soit des tâches liées aux intérêts des élèves, d'apprendre de mettre en valeur les apprentissages des élèves au quotidien. Qu'est-ce qu'ils font pour soutenir l'engagement, puis qu'est-ce qu'ils pourraient faire aussi, les amener à réfléchir sur leurs pratiques. Puis cet aspect-là d'accompagnement des enseignants, si on veut assurer sa qualité, ça dépend un peu des connaissances, de nos connaissances comme direction d'école, puis des connaissances de nos enseignants sur, si on veut, les bonnes pratiques pédagogiques qui favorisent l'engagement des élèves. Puis ça m'amène à au troisième point, à la troisième stratégie qu'on peut mettre en place, c'est celle d'une réflexion sur le développement professionnel. Parce que je pense que comme direction, si on veut pouvoir reconnaître et mettre en valeur les pratiques intéressantes qui sont utilisées par nos enseignants, il faut nous aussi se sentir compétents en lien avec l'engagement des élèves. Donc, d'accorder du temps, ce qui est clairement pas facile quand on a un agenda de direction d'école, mais d'accorder du temps à son propre développement professionnel pour pouvoir mieux accompagner nos enseignants, puis leur partager notre vision d'une culture d'apprentissage, puis des piliers en lien avec cette culture-là. Je pense que c'est important. Puis, d'un autre côté, il y a le développement professionnel des enseignants, comment on peut le soutenir. Puis là, je pense qu'il y a une question de priorisation. Si on décide que, comme équipe école, la culture d'apprentissage, c'est un de nos objectifs, on peut miser sur le développement des enseignants sur cet aspect-là. Mais j'ai envie de dire seulement si on a décidé de le prioriser, parce que je pense qu'on peut vouloir du développement professionnel. Il y en a sur plein de thématiques tout aussi intéressantes ou importantes les unes que les autres. Je pense que si on décide, c'est important de ne pas tomber dans le piège du développement professionnel sur plusieurs axes à la fois. Donc, si on décide qu'on mise sur la culture d'apprentissage, de fixer des objectifs de développement professionnel en lien et puis de pouvoir assurer un suivi de ces objectifs-là.
Voilà. Puis finalement, la dernière stratégie pour développer cette culture-là d'apprentissage aussi, je disais, c'est de miser sur le développement de la collaboration entre l'école et la famille en lien avec les apprentissages, parce que je pense qu'on l'a vu aussi, encore plus avec l'enseignement à distance, mais que les parents sont des acteurs là, importants pour soutenir leurs enfants dans leurs apprentissages. Une première chose, je pense, si on veut soit nuancer, si on veut passer, si on veut d'une culture axée plus sur la performance ou si on veut réengager des élèves qui sont un peu plus démotivés, si on veut, c'est de prendre le temps d'abord d'expliquer cette culture-là d'apprentissage aux parents, celle qu'on souhaite développer, puis aussi de s'interroger comme équipe école là, sur comment on peut faire vivre cette culture-là d'apprentissage avec les parents. Est-ce qu'on se limite à informer les parents en début d'année sur ce qui sera appris ou on fait ça de façon continue? De quoi on discute avec les parents? Est-ce qu'on discute plutôt de leur bulletin, des notes ou on discute aussi des apprentissages? Qu'est-ce qu'on envoie à la maison? Est-ce qu'on envoie des grilles? Est-ce qu'on envoie des travaux? Je pense qu'il y a plusieurs facettes là, en lien avec l'évaluation avec les familles. Si on veut miser sur une culture d'apprentissage, on peut analyser aussi nos actions en ce sens. Donc voilà, c'était un peu mes 4 stratégies en lien avec un défi que je trouve important là, suite à la pandémie. Merci. Merci, Mme Marion. C'est très intéressant, très pertinent. Merci infiniment. On passe maintenant à Mme Nathalie Beaulac. Bonjour, Mme Beaulac. Ma question pour vous, c'est comment mettre à profit les avancées de la dernière année des développements pédagogiques qu'on a réussi à faire, entre autres au niveau de l'évaluation, et s'assurer de mettre véritablement l'évaluation au service des apprentissages. Bonjour, M. Pigeon, merci pour votre question. Bonjour tout le monde. En fait, il y a tellement de choses que je voudrais vous dire pour répondre à cette question-là que j'aurais eu besoin de l'ensemble de la soirée là, pour y répondre. Alors, en 5 minutes, je n'aurai pas le temps. Je vais mettre l'accent sur 3 choses principales. Premièrement, l'importance du changement qui est en train de s'effectuer. Ensuite, les façons qui sont démontrées comme étant efficaces de faire l'évaluation et le rôle comme direction que vous pouvez jouer dans ce changement-là. Donc, on le sait, c'est quelque chose qui a été discuté beaucoup dans les milieux. Il y a eu une grande ouverture à un changement au niveau des pratiques d'évaluation l'année dernière. La majorité des enseignants, même parfois les plus récalcitrants, qui avaient des pratiques plus traditionnelles, ont réalisé qu'ils devaient changer les façons de faire parce que le contexte l'obligeait. Ça ne fonctionnait plus, les anciennes pratiques. Ça ne fonctionnait plus, même certaines nouvelles pratiques, mais qui se faisaient toujours en présentiel. Donc, il y avait une belle ouverture, une obligation à changer les choses. Puis, je pense qu'il s'est opéré déjà beaucoup de changements. Ce qui se passe donc au niveau de l'évaluation, c'était souhaité depuis à peu près le début de la réforme, mais ça avait été appliqué à degré variable jusqu'à maintenant. Donc, à ce moment-ci, ce que vous dites, M. Pigeon, est vraiment important. Je pense qu'il ne faut pas attendre que la porte se referme et que les enseignants retournent dans leurs vieilles pantoufles. Donc, c'est pour ça que je vois comme l'occasion comme étant vraiment importante à ce moment-ci pour dire on va accompagner notre équipe pour que les petits pas qu'ils ont fait dans une certaine direction deviennent la nouvelle direction qu'ils vont suivre et non pas juste un petit détour qu'ils ont eu à faire dans leur parcours là, dans la dernière année. Ce qu'on sait au niveau de l'évaluation, c'est qu'elle devrait, là, en grande majorité, je dirais même à 99 % du temps, être faite dans une perspective de soutien à l'apprentissage. Donc, l'objectif d'une évaluation, c'est d'indiquer à l'élève ce qui est maîtrisé, ce qui est encore difficile, de lui communiquer des informations pour qu'il puisse comprendre ses erreurs et pour qu'il puisse ultimement s'améliorer. D'un autre côté, c'est aussi une occasion pour les enseignants de valider ce qui est compris par leurs élèves, de réfléchir à leur propre méthode pédagogique, de voir comment ils pourraient faire mieux, comment ils pourraient différencier, expliquer, adapter des choses pour leurs élèves. L'évaluation, ce n'est surtout pas une façon de sanctionner l'élève pour de la paresse, pour un mauvais comportement en classe. Ce n'est pas non plus une simple mesure administrative qui consiste à mettre des notes au bulletin. Donc déjà, cette perspective-là, elle doit être au cœur de vos préoccupations. L'évaluation passe par la rétroaction. C'est une des notes que je m'étais mise sur lesquelles je voulais vous entretenir et ça fait un lien avec ce que Mme Marion vient de présenter. L'évaluation, elle est dans le but d'informer l'élève de ses difficultés. Donc, la rétroaction doit être de qualité. L'élève doit comprendre la rétroaction, elle doit lui être utile. La rétroaction peut avoir différentes formes. On peut avoir la façon traditionnelle de faire la chose par des annotations dans un travail, mais avec la pandémie, l'enseignement à distance, on a aussi assisté à du développement d'enregistrement audio pour informer les élèves. Je reçois un travail d'une équipe, un truc qui est fait, que ce soit style document Word ou un projet, une vidéo, peu importe que les élèves me remettent. Les enseignants ont développé des capacités
à utiliser leur grille et pas juste redonner des commentaires écrits, mais s'enregistrer puis retourner les explications aux élèves. Ça peut être aussi, quand on est en présence, de donner des explications aux élèves. Donc, voici, je te remets ton travail, voici ce qui a été bien réussi, ce qui a été moins bien réussi. Moi, il n'y a rien que je déteste plus que d'entendre des enseignants me dire moi, je ne remets pas les examens aux élèves parce que je ne veux pas les brûler pour les années suivantes. Hein? Peut-être en avez-vous des enseignants de ce style-là dans vos écoles. L'objectif d'une évaluation, je le rappelle, ce n'est pas de mettre une note au bulletin. C'est d'indiquer à l'élève ce qui va bien, ce qui va moins bien, puis comment s'améliorer. Comment l'élève peut-il le faire s'il n'a pas de retour sur ce qu'il a fait? Alors là, c'est un peu difficile. Pour produire une évaluation de qualité aussi, il est recommandé d'utiliser une variété d'outils, pas seulement des examens. On veut conserver les traces du développement des compétences des élèves, donc vraiment les compétences et non pas de la rétention par cœur de connaissances. On est rendu ailleurs, on n'est plus dans la connaissance. On l'a vu aussi avec la pandémie, l'enseignement à distance. Les enseignants se sont rendus compte que quand je fais des examens de connaissances sur Internet, c'est très facile que les élèves plagient entre eux, qu'ils plagient sur le net. Alors que quand je fais des situations de compétences, quand je mets en place des situations complexes, quand je leur demande une réponse unique dans laquelle ils doivent se commettre, pour laquelle ils doivent élaborer leur pensée, alors là, je suis en mesure d'évaluer quelque chose qui n'est pas copiable ou partageable entre les élèves. L'évaluation, donc, avec une variété d'outils, ça peut être d'utiliser des entretiens, ça peut être de faire des projets, ça peut être d'être dans une évaluation par les pairs, auto-évaluation, peu importe. Surtout aussi l'utilisation de grilles d'évaluation. Si on veut évaluer des compétences, la meilleure chose à utiliser, ce sont les grilles d'évaluation. Quand je parle d'évaluation de qualité aussi, j'ai vu dans une école à la fin de l'année dernière une direction qui a dit on va annuler la session d'examen de fin d'année parce que ça n'a pas de bon sens. J'ai plein de groupes en confinement, il y en a qui ne le sont pas, puis là, on va faire un horaire de session d'évaluation, puis là, ils vont le devenir, puis là, ça va devenir compliqué. Donc, la direction s'est entendue avec les enseignants pour que tous remplacent les évaluations de fin d'année par des projets plus importants de fin d'année, mais des projets signifiants pour les élèves, qui permettraient aux enseignants de vérifier le développement des compétences. À ce moment-là, ce qui est intéressant quand on utilise une variété d'outils dans ce style-là, par exemple les projets, donc une façon de faire qui est différente, c'est que les enseignants étaient en mesure de réaliser la même évaluation, de réaliser une évaluation même qui était plus signifiante. Et les élèves, de leur côté, ils n'ont pas eu l'impression d'être en examen. Donc, il y avait moins de stress, moins d'anxiété de leur côté. Et ils avaient davantage l'impression d'avoir leur contrôle sur l'évaluation. Donc, je sais ce que j'ai à faire. On me donne un projet. J'ai tout de suite la grille d'évaluation avec laquelle je dois évaluer. Je vais être évaluée. Donc, je sais ce qui est attendu de moi et je vais mettre à profit mes compétences pour démontrer donc que je suis rendue à un bon niveau. Une chose dont on parle beaucoup en évaluation dans les dernières années, c'est la triangulation des observations. D'ordinaire, les enseignants vont recueillir des productions à partir desquelles ils vont évaluer l'élève, donc des productions, souvent des trucs papier-crayon. Mais la triangulation implique en plus de ça la discussion et l'observation. Donc, on a vraiment 3 sources de données qu'on va aller chercher. Tout ça va permettre à l'enseignant de bâtir un jugement professionnel et un jugement qui va être mieux appuyé. Je vais vous donner encore une fois un exemple sur l'importance de la triangulation. L'année dernière, une enseignante de mathématiques de 3e secondaire me dit à la fin de l'année, quand on la questionne sur l'échec d'un élève, elle dit « Ah, c'est Poche qui a coulé le dernier examen parce que ça l'a mis en échec. » Quand je lui parlais en classe, là, je voyais qu'il comprenait les notions, mais à l'examen, il s'est planté, fait que là, il ne peut pas passer. Alors, à ce moment-ci, moi, je trouve qu'on est passé à côté d'une belle occasion de mettre en place ce principe de triangulation-là pour bâtir un jugement. On a 2 aspects de la triangulation déjà qui étaient nommés par l'enseignante. Donc, oui, il y a l'examen. Un examen qui est peut-être un examen parmi d'autres ou parmi d'autres travaux qu'elle a pu recueillir durant l'année. Mais il y avait aussi la discussion. Quand elle a parlé avec l'élève comprenait, l'élève était capable d'expliquer, de réagir, de répondre. Donc, à ce moment-là, il faut se fier aussi à ce jugement-là qu'on a. Et probablement que le 3e aspect de la triangulation, qui est l'observation, mais l'enseignante aussi, elle en avait parce qu'elle s'est promenée dans la classe pendant que les élèves étaient au travail, elle l'a vu travailler. Donc, je pense qu'il faut amener nos enseignants à faire confiance à ce jugement professionnel-là. Comment se fait-il que souvent, dans les écoles, on a tendance à faire passer beaucoup plus les aspects donc, de production qui sont écrites avant nos observations, nos discussions avec les élèves, comme s'il y avait plus de poids que les autres, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, en tant que direction, je vous ai parlé de l'importance du jugement professionnel, de la triangulation, de la variété des traces et de la rétroaction.
Votre discours doit être aligné sur cette nouvelle pratique d'évaluation-là. Je le sais, votre discours va être beaucoup sur l'hygiène et plein d'autres choses en premier lieu, mais quand on se met à parler de pédagogie, il faut que vous ayez intégré cette posture-là afin de faire avancer votre équipe dans cette direction. Si vous êtes de ceux qui croient encore plutôt à l'examen et à la compilation de notes, ça va être difficile d'amener votre équipe à une autre étape. Si au contraire, vous êtes très intéressé à mettre en place une évaluation qu'on appelle au service de l'apprentissage, alors là, ça va transparaître dans votre discours et c'est comme ça, en premier lieu, qu'on est capable d'influencer notre équipe. Il faut parler de pédagogie, il faut parler d'enseignement et d'évaluation parce qu'on parle souvent de pédagogie, mais on ne parle pas toujours de ce qui vient avec, qui est l'évaluation du développement des compétences des élèves. Ces discussions-là, il faut les avoir de façon formelle, hein, quand on fait des rencontres, des journées pédagogiques, des choses comme ça, mais aussi dans des discussions de corridor ou de cadre de porte. Ah, j'ai vu les élèves, ils font ça, qu'est-ce qui se passe quand on circule, justement, quand on est sur le terrain, quand on marche notre école, qu'on regarde ce qui se passe dans les classes. On peut avoir ces discussions avec les enseignants qui sont en train soit d'administrer une évaluation, de corriger une évaluation, peu importe. Pour accompagner aussi vos enseignants avec le jugement professionnel, c'est super important que vous, comme direction, vous fassiez sentir aux enseignants que vous leur faites confiance et que vous allez appuyer leur jugement professionnel. Parce que pour certains, mettre de côté la compilation de notes dans sa version très quantitative et comptable de la chose afin de tendre vers une évaluation qui est plus globale et plus qualitative, ce n'est pas toujours facile. Quand les enseignants font le saut de le faire, ils vont souvent mettre des craintes que les élèves, mais surtout les parents contestent les évaluations qui sont basées sur des observations et des entretiens parce qu'ils n'ont aucune trace concrète papier à montrer pour justifier la note. Dans le même ordre d'idée, les enseignants vont nous dire aussi qu'ils ont une crainte que les directions challenge leur jugement, particulièrement face aux demandes des parents. Un parent qui va critiquer une note, qui va aller en contestation, peu importe, des résultats qui sont trop forts ou qui sont trop faibles, les enseignants sentent qu'ils peuvent être... ça peut être un peu plus difficile pour eux de défendre leur jugement quand il est basé sur des discussions, des observations, alors que quand c'est du papier, on dirait que c'est tangible et c'est plus facile à démontrer un calcul. Au contraire, il faut leur faire confiance, il faut leur donner la capacité, les amener à porter un jugement professionnel et à accompagner les élèves donc dans le développement global et non pas juste dans le développement papier-crayon de leurs compétences. Je pense que maintenant, il y a une grande partie des enseignants là, qui est consciente des bienfaits de modifier leur pratique évaluative. Je pense que vraiment la porte est ouverte et là, ce qu'ils ont besoin cette année et les suivantes, ça va être du temps et des ressources. Comme direction, vous pouvez aussi les aider à ce niveau-là, de proposer des libérations ou d'organiser du temps dans des journées pédagogiques dédiées pour qu'une équipe niveau, pour qu'une équipe matière, peu importe, élabore des grilles d'évaluation descriptive pour les projets. Ça peut être une façon de leur donner du temps. Proposer de l'accompagnement par des CP, par des experts pour les aider, vos enseignants, à ce qu'ils maîtrisent, à ce qu'ils s'approprient des nouvelles façons de faire. C'est là où vous allez pouvoir avoir votre rôle à jouer parce que, bien sûr, vous ne serez pas en mesure d'aller vérifier chacune des évaluations que vont donner les enseignants dans vos classes, dans les classes de l'école. Donc, ça peut peut-être prendre un peu plus de temps, un peu plus de ressources, un peu plus de sous, mais je pense qu'à moyen et long terme, ça peut être une façon très, très efficace de soutenir les enseignants dans un changement de pratique en évaluation. Donc, en somme, ce que je souhaite que vous reteniez, c'est que vous pouvez être un agent de changement en ayant un discours qui est centré sur les bonnes pratiques, en mettant la pédagogie au centre de vos préoccupations et de vos échanges, après vos échanges sur la COVID, en démontrant votre appui au jugement professionnel des enseignants. Et vous pouvez aussi être des agents facilitateurs de cette transition vers des nouvelles pratiques qu'on veut le plus durable possible, en octroyant les ressources nécessaires à vos enseignants pour modifier leurs pratiques. Donc voilà, j'espère que ça vous donne des idées, M. Pigeon. Certainement, Mme Boulac, toujours aussi inspirante. Merci infiniment. Plaisir. Donc, on va terminer cette discussion qui est très intéressante jusqu'à maintenant. Je suis convaincu qu'elle va l'être aussi parce que j'ai eu le privilège par le passé aussi de travailler avec Mme Papazian. Donc, Mme Papazian, j'ai deux questions pour vous aujourd'hui. La première, quelles sont les actions à portée universelle qu'on pourrait envisager pour assurer le bien-être de nos élèves et de notre personnel dans l'école? Et la deuxième, qui m'habite beaucoup depuis un bon moment, qu'est-ce qu'il convient de prioriser? Est-ce qu'on devrait commencer par le bien-être des élèves ou commencer par le bien-être des enseignants? Est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Bon, merci beaucoup. Merci, M. Pigeon, vraiment pour
pour votre témoignage d'abord et vos questions. Et je pense que mes collègues ont pu aussi vraiment, je pense que nos discours vont se tisser pour peut-être répondre à certains besoins des directions. Je pense que les directions d'école ont vraiment eu une année et demie très difficile et une nouvelle année qui ne s'annonce pas nécessairement plus simple. Alors, pour votre première question, je vais essayer d'être rapide. Alors, les actions à portée universelle, je pense que ce qui est important, ça a été un peu mentionné par certains de mes collègues, par M. Morissette. On parle du climat scolaire et on parle de climat scolaire sécuritaire. Mais je pense que c'est très important peut-être de décortiquer qu'est-ce que ça veut dire climat scolaire sécuritaire. On est en sécurité quand justement, et la sécurité, ça touche autant l'aspect physique, et la pandémie justement a ébranlé un peu notre rapport à notre sentiment de sécurité au niveau de notre santé physique, mais le climat de sécurité, c'est aussi la santé comme la sécurité psychique, psychologique, au niveau de notre santé mentale, et c'est pour ça que parfois les directions d'école se trouvent dans une situation difficile, un peu comment trouver l'équilibre entre la santé mentale, la santé physique et la réussite éducative, parce que l'école a une mission, la mission d'instruire et de qualifier. Et justement, la pandémie a débalancé, a déstabilisé tout le monde, a déstabilisé autant les individus que les institutions, que les systèmes. Et donc, quand on est déstabilisé, oui, on est en mal-être. Et nous avons été ensemble en mal-être, et votre témoignage l'a montré, autant les directions que les enseignants, que les élèves, que les parents, la province, que le gouvernement, tout le monde a été déstabilisé, et donc nous avons été tous en mal-être ensemble, et donc on peut ensemble retrouver aussi notre bien-être. Donc une des actions, je pense, importantes, c'est vraiment d'œuvrer pour que le climat scolaire soit sécuritaire. Et quand on dit sécurité, c'est le sentiment de sécurité. Donc, il faut que tout le monde se sente en sécurité. La personne qui a une vulnérabilité physique, mais justement qu'elle se sente en sécurité sur le plan physique. La personne qui a une vulnérabilité plus psychique, qu'elle se sente en sécurité sur le plan psychique. Et donc, ce qui fait qu'il faut adapter, on ne peut pas avoir une mesure pour tout le monde. Et le principe, je pense, qui pourrait nous guider, c'est le principe de l'équité et les principes de l'équité et de la justice. Si on est équitable, il faut que tout le monde se sente en sécurité. Ce n'est pas nécessairement moi ce que j'offre. Donc, c'est vraiment le résultat. Il faudrait que tout le monde se sente en sécurité. Donc, ça, c'est vraiment un aspect très, très important. Un deuxième aspect important, et mon collègue en a parlé un peu, mais peut-être je vais l'aborder un peu sous un autre angle, toute relation éducative, toutes les relations à l'intérieur de l'école doivent être humaines, doivent être positives. Et donc, quand on parle, tout à l'heure, M. Morissette a parlé de bienveillance, donc il faudrait proposer une écoute bienveillante, une communication bienveillante. Et moi, quand je dis bienveillance, ce que j'entends par ça, c'est vraiment une attitude non jugementale. On ne juge pas l'autre. Donc, on peut être authentique. Et vous avez tout à l'heure, quand vous avez fait votre témoignage, vous avez parlé de votre transparence. Vous avez été transparent, vous avez été réel, vous avez été authentique. Et c'est ce qui permet aussi d'établir des relations authentiques avec vos collègues, avec vos élèves, avec vos parents, avec les parents de vos élèves, où justement on est vrai, on est entier. On dit les vraies choses et ensemble, on se rencontre sur le plan humain pour trouver ensemble des solutions. Donc, c'est cette attitude, l'attitude bienveillante, c'est vraiment quand on met de côté tout ce qui est jugement, tout ce qui est rivalité, où on n'a pas à se prouver des choses, mais on est ensemble dans un contexte qui nous a ébranlés et ensemble, nous allons trouver les solutions. Donc, l'écoute bienveillante, donc, donc la relation éducative et les relations intra-institutionnelles sont très, très importantes. Et là, il faut vraiment valoriser et mettre de l'avant l'écoute bienveillante, l'empathie et le respect de la personne et le respect de la personne et de ses particularités et de ses différences. Or, quand on revient à la pandémie, on le sait, tout le monde n'a pas vécu la pandémie de la même manière. Il y a des personnes qui ont été très affectées, d'autres moins affectées, dépendamment de leur santé physique, dépendamment de la santé physique de leurs parents.
Hein. Même les enseignants, il y a certains qui... Alors, dépendamment aussi des expériences passées, il y a des personnes qui sont plus anxieuses que d'autres, il y a des personnes qui ont vécu, qui ont des histoires de maladies, de pertes, qui font qu'ils sont plus vulnérables dans le contexte de pandémie. Et donc là aussi, c'est très important d'être dans le respect des différences. Et donc, ça nous met dans une posture, oui, où on doit tout adapter. Mais justement, toute adaptation, et là je rejoins ma collègue Élodie qui disait justement, qui parlait de l'importance de faire un bilan, de s'asseoir ensemble, de parler, qu'est-ce qui m'a fait du bien, qu'est-ce qui m'a fait du mal, qu'est-ce qui m'a aidé, qu'est-ce qui m'a pas aidé, pour consolider ensemble les belles expériences et peut-être justement modifier ou changer, disons, les pratiques qui n'ont pas nécessairement à être aidantes. Enfin, une autre action universelle importante, c'est vraiment favoriser beaucoup tout ce qui est expression des émotions, expression des sentiments, expression de, de la souffrance, mais aussi des émotions négatives. Et ça, c'est quelque chose, je pense, c'est un grand défi pour notre système scolaire parce que nous pathologisons un peu tout ce qui est émotions négatives, nous évitons les émotions négatives. Il ne faut pas parler à la colère, la tristesse, la peur, on n'en parle pas, mais au fond, la pandémie, oui, a ébranlé notre système et il y a beaucoup d'anxiété, il y a beaucoup d'angoisse. Et il faut en parler. Hein. On peut être en colère contre le système, contre les décisions, je ne sais pas, gouvernementales qui changeaient d'un jour à l'autre, mais le gouvernement était aussi déstabilisé. Donc, on est dans une dynamique où, justement, il y a beaucoup d'émotions. Et alors, justement, oui, je comprends qu'on parle de régulation d'émotions, mais moi, ce que je propose, c'est qu'en fin de compte, avant d'arriver à la régulation d'émotions, d'abord, il faut en parler. Il faut avoir des espaces pour en parler, pour assumer nos émotions, surtout les émotions négatives. Et donc ça, ces espaces d'expression, elles peuvent être autant verbales qu'écrites. Hein. Tout le monde ne peut pas nécessairement, on ne veut pas parler. Ça peut être des espaces d'écriture, d'écriture créative, mais ça peut être aussi à travers les arts. Donc, pour moi, une action importante, et j'espère que dans cette année post-pandémique, disons, vous allez pouvoir vraiment, les jeunes ont besoin de créer, d'exprimer à travers les arts visuels, la musique, l'art dramatique, les improvisations. Ils ont peut-être, je ne sais pas, d'attaquer les percussions et les guitares électriques et faire du bruit. Ils ont besoin de sortir, de faire des activités en plein air. Ils ont besoin de socialiser. Donc, il faut et organiser des activités sociales, organiser des activités sportives qui vont permettre une décharge, hein, de tout ce qui est tension interne. C'est vraiment très important. Pour moi, les arts et les sports devraient être vraiment au piédestal de la rentrée. Et des activités, les jeunes en ont besoin après tout ce temps de confinement, tout cet isolement. Voilà un peu, donc en gros, par rapport à la première question, donc sécurité, protection, relations positives dans le respect, l'équité et la justice, et donc activité d'expansion, d'expression et de symbolisation. Pour la deuxième question, et là je sais que notre temps est très restreint et je veux donner le temps au public aussi pour nous poser des questions. Pour la deuxième question, quoi prioriser? Et c'est vraiment la question, parce que toutes les études montrent qu'il y a une interdépendance très importante entre le vécu de l'élève et le vécu de l'enseignant. Un enseignant, par rapport à la réussite déjà, un enseignant a un sentiment d'efficacité ou se sent réussir quand ses élèves réussissent. Et donc, quand les élèves sont en mal-être, mais ça va mal dans la classe, ça niaise, ça bouge, ça s'agite, ça agresse, les jeunes ne se concentrent pas, ils ne sont pas motivés, ils ne sont pas disponibles pour les apprentissages, donc ça use le prof. Mais quand le prof ne va pas bien, c'est aussi la même chose. Un prof qui ne va pas bien, il est tendu, il est de mauvaise humeur. Alors là, il n'a aucune tolérance pour n'importe quel comportement des enfants ou des jeunes. Et donc, ça dégénère aussi. Donc, les deux sont très importants. Autant le bien-être de l'enseignant ou le bien-être des acteurs scolaires que le bien-être des élèves. Idéalement, il faudrait avoir des activités ou des actions pour les deux, pour tout le monde. S'occuper des espaces et les mêmes choses, c'est-à-dire ça peut être des espaces, mais je pense qu'à travers les arts et les sports, on peut même atteindre
tout le monde à l'école. C'est-à-dire, les arts et les sports, on peut faire un mural par classe. C'est-à-dire les enseignants avec leurs élèves, ça développerait leurs liens, ça permettrait aussi aux enseignants de s'exprimer, avoir des activités, je ne sais pas, offrir aux enseignants différentes activités artistiques, sportives, même peut-être de la relaxation, du yoga, c'est-à-dire, mais vraiment montrer qu'on prend en considération le bien-être des élèves et des enseignants d'une manière égale. Mais quand même, il ne faut pas oublier que l'école, c'est un lieu de développement, un lieu de vie pour nos jeunes. Les jeunes, on peut pas, et c'est là où on ne peut pas mettre en second, c'est-à-dire mettre le bien-être des enseignants et des acteurs et des adultes avant le bien-être des adolescents ou des jeunes. Les deux sont très importants, mais en même temps, l'école est un lieu de développement pour les jeunes. Nos jeunes sont encore vulnérables, ils ne sont pas encore très outillés, dépendamment de leur âge, dépendamment de leur contexte aussi, de leur histoire, de leur parcours de vie, autant parcours de migration, mais parcours de vie personnelle, de leur histoire familiale, de leurs caractéristiques individuelles. On sait que nous avons des élèves à risque, des élèves HDA, donc tous les élèves ne sont pas les mêmes, mais tous les élèves sont là pour leur développement et les adultes autour sont en fait, ont la mission et sont au service de ce développement. Et dans ce sens-là, je ne mettrai jamais le bien-être des jeunes après le bien-être des adultes. Voilà un peu rapidement une réponse rapide à vos deux questions. Je serai heureuse de répondre après à d'autres si on a. Merci. Merci à M. Pigeon et à nos 4 panélistes, nos chers collègues, pour cette discussion intéressante et fort stimulante. Donc, nous allons maintenant passer à la période des questions. Le temps file, donc je vais essayer de poser le maximum de questions en commençant par la question qui nous est parvenue par courriel. Elle est posée par Mme Edith Manta, qui pose la question suivante. Les différents acteurs et les outils de planification, par exemple le plan d'engagement vers la réussite et le comité d'engagement pour la réussite des élèves, vont-ils s'adapter aux défis actuels pour mener les changements qui s'imposeront dans les prochaines années? Sinon, comment y arriver? Donc, est-ce qu'un d'entre vous souhaite donner une première réponse à cette question? Je peux y aller. Donc, on sait par rapport au plan de réussite, il y a une horizon d'environ 2 à 3 ans où on va évaluer et modifier, adapter nos plans de réussite. S'il y a un élément donc, en lien avec les objectifs pédagogiques, aux pratiques pédagogiques, évaluatives, éducatives, d'après moi, elles vont rester similaires. Ce qui va changer, c'est les moyens. Donc, ce qu'on vit présentement et ce qui est par nos interventions et le témoignage de M. Pigeon, c'est les moyens pour atteindre les objectifs. On en a découvert de nouveaux. Et c'est la même chose pour nous comme enseignants à l'université. Avant la pandémie, donc tout ce qui était l'enseignement à distance, le présentiel, le bimodal, on ne parlait pas de ça. Et là, maintenant, on est à revoir la façon, donc nos moyens pour enseigner. Alors, je crois que ça va être les moyens pour atteindre les objectifs qui vont être appelés à se modifier pour nos plans de réussite et les plans vers la réussite des centres de services scolaires. Les autres panélistes, auriez-vous des choses à ajouter? Si je peux me permettre, pour compléter ce que M. Morissette, je suis entièrement d'accord avec ce que M. Morissette a dit. Mon expérience récente actuellement dans mon centre de service, c'est aussi que l'ensemble des objectifs reste le même, mais peut-être que les priorités vont changer ou que l'ampleur du changement souhaité va aussi être modulée. Parfois, on va se rendre compte qu'on peut aller plus loin que ce qu'on pensait parce qu'on a une occasion. Puis d'autres fois, on va se rendre compte que non, on va prendre une plus petite bouchée que ce qu'on s'attendait à l'intérieur, soit du plan d'engagement vers la réussite au niveau du centre de service ou au niveau de notre projet éducatif, au niveau de l'école. C'est comme ça que je l'ai vécu, autant avec mon comité de pilotage dans mon école pour mon projet éducatif qu'avec les collègues du centre de service.
Et entre autres, tu as entièrement raison, Stéphane, et entre autres, lorsqu'on va parler de socialisation, donc la mission d'école, instruire, socialiser, qualifier, la socialisation, c'était plus ou moins concret pour l'ensemble des acteurs en éducation. Maintenant, on est capable d'élargir cette mission-là de l'école. Donc, on parlait avant de code de vie ou de règles de conduite, mais là, on sait que la socialisation, c'est le bien-être, hein, c'est la façon dont les adultes vont intervenir, donc avec bienveillance et le bien-être. On est capable d'identifier les 5 composantes et on sait que parmi ces composantes-là, elles sont étroitement associées à l'intelligence émotionnelle, donc entre autres la capacité de résoudre des problèmes, d'être conscient de ce que je vis comme émotion, des émotions des autres, de résister à la pression des pairs, de prendre des bonnes décisions. Alors là, présentement, dans les milieux scolaires, on est en train d'introduire systématiquement des apprentissages sociaux et émotionnels qui font partie de la socialisation, ce qui n'était pas le cas avant la pandémie. Merci, M. Morissette. Merci, M. Pigeon. Nous avons une autre question pour M. Pigeon, en fait. Cette question nous vient de Stéphane Frollet, qui pose la question suivante. La pénurie de personnel de soutien s'est aggravée depuis l'année dernière. Elle touche particulièrement les services de garde et les techniciennes en éducation spécialisée. Quelle est la situation dans votre école, M. Pigeon, et quelles actions avez-vous mises en place pour faire face à cette pénurie afin de débuter une année dans les meilleures conditions? Merci pour votre question. Je suis content de voir que je ne vis pas cette réalité-là tout seul dans mon coin. Effectivement, la pénurie de personnel elle est à tous les niveaux. Je travaille dans un milieu défavorisé, dans une région, dans un centre de service où il y a des écarts extrêmement importants entre les différentes écoles. Il y a des écoles côté 1 dans notre centre de service, puis il y a des écoles côté 10. Puis il y a de la mobilité. C'est un milieu urbain, donc très rapproché à Laval, donc il y a une très grande mobilité. Et habituellement, malheureusement, la mobilité se fait des milieux défavorisés vers les milieux favorisés. Donc, cette pénurie-là que vous décrivez, on la vit très, très, très bien dans mon milieu. Je ne pense pas qu'on a trouvé de recette miracle. Je ne suis pas au primaire, donc la pénurie au niveau du service de garde, je ne la vis pas celle-là. Au niveau du personnel de soutien, c'est accentué aussi au niveau du personnel secrétaire, etc. On arrive tant bien que mal à combler les postes. La pénurie, la façon dont on la vit, c'est surtout que c'est une augmentation de charge de travail en termes de supervision du personnel. Donc, dans l'année qu'on a vécue, en toute transparence, on a dû faire des choix, puis on n'a pas toujours supervisé et encadré et soutenu les gens. Ce qu'on a pu mettre en place, c'est la supervision, pas de la supervision, mais du soutien par les pairs. Des mécanismes d'insertion professionnelle entre enseignants, puis des mécanismes d'insertion professionnelle entre secrétaires, entre éducateurs spécialisés, entre psychoéducateurs, qui font en sorte que les directions sont un peu déchargées de toute cette responsabilité-là, puis que l'ensemble du personnel se sent plus accueilli, plus soutenu, puis on maintient un certain niveau d'efficacité malgré le grand roulement de personnel, puis parfois les gens plus ou moins qualifiés qui se retrouvent à occuper les chaises. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de réponse à ajouter? Sinon, on passerait à la dernière question, fort probablement. Non. Donc, la dernière question est la suivante. Quelles actions faut-il prioriser pour une amélioration des systèmes éducatifs, notamment dans l'éventualité d'une 4e vague? Donc, qui se sont inspirés pour répondre à cette question? Moi, je vais me lancer. Peut-être ça va inspirer après mes collègues. C'est vrai que nous, on était peut-être très optimistes en intitulant cet événement éducation post-pandémique. On n'est peut-être pas vraiment dans la post-pandémie, mais on l'espère du moins. Moi, je pense que ce que je propose, c'est vraiment peut-être prendre les choses d'une manière un peu plus cool, hein, dans le sens que c'est quand même la majorité de la population est quand même est vaccinée. Il y a une amélioration de la situation. Je pense que les jeunes et même
probablement la plupart des enseignants ne sont plus capables d'entendre parler de mesures sanitaires strictes. Déjà, le fait qu'on va garder les masques, c'est dur pour certains jeunes et pour certaines personnes. Déjà, la distanciation, on va la garder. Moi, je disais tout à l'heure, les arts, les sports, alors que c'était la chose la plus nécessaire et la plus importante à sauvegarder en temps de pandémie pour le bien-être des jeunes, mais on a dû sacrifier ça à cause des mesures sanitaires, souvent. C'est vraiment les cours qui ont été le plus affectés, alors que ça aurait pu aider les jeunes. Et donc, je trouve que la pandémie a quand même montré que notre système éducatif n'était pas prêt pour ce genre de catastrophe, pour justement une situation qui mettrait toute la population en mal-être. Et quand on est en mal-être, on ne peut pas ni travailler, ni étudier, ni réussir. Et donc, c'est comme si ça a débalancé. Soudain, on a vu que oui, la performance est importante, la réussite éducative est importante. Mon collègue, M. Morissette, disait justement, la socialisation, on en parlait, mais vraiment, c'était le parent pauvre, hein. Et là, tout à l'heure, tout d'un coup, on réalise que non, la socialisation est importante, le bien-être est important, mais ce qui est très important, c'est de ne pas retourner aux anciennes pratiques. Parce qu'on a la nostalgie de la période d'avant-pandémie. C'était la période où on n'était pas ébranlé comme ça. Mais je pense qu'au contraire, ce serait important de voir qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce que notre système a gagné. Peut-être qu'on va se dire dans quelques années qu'en fin de compte, la pandémie est devenue comme un cadeau à notre système éducatif, où ça nous a obligés de changer nos pratiques, ça nous a obligés de penser à la différenciation pédagogique, aux adaptations, justement au changement au niveau des méthodes d'évaluation, à la prise en considération du bien-être, la promotion du bien-être. Et moi, ce que je suggère, c'est de ne pas se hâter vers les mesures sanitaires. Au contraire, de se dire quand même, c'est la 4e vague. La majorité de la population est vaccinée. Donc, essayons quand même de peut-être trouver des manières hybrides, mais vraiment ne pas retourner ni vers l'avant-pandémie, ni dans les extrêmes de mesures sanitaires de pandémie intense. Donc, je pense qu'il faudrait trouver un juste milieu. Merci, Garine. D'autres éléments de réponse à ajouter, les autres panélistes? Oui, moi, j'irais dans le même sens que Garine, c'est-à-dire que on parle des organisations du futur, ce sont des organisations qui apprennent. Donc, tirons des leçons de ce qu'on a vécu et ne reproduisons pas les mêmes erreurs, puis poursuivons les pratiques qu'on a mises en place qui étaient efficaces. Donc, pour ça, on a besoin de travailler ensemble. Pour constater qu'on a bien fait les choses et ça va nous permettre aussi de relativiser. Donc, ça confirme ce que Garine propose, c'est-à-dire relativiser parce qu'on a de l'expérience. Donc, on a eu trois confinements, on a eu 3 vagues. La 4e vague, on devrait être meilleur. Donc, contribuer à notre sentiment d'efficacité collective parce qu'on les a surmontés puis on est en situation de mieux les affronter. Donc, on peut avoir, je dirais, un volet, une vision optimiste de la prochaine étape. Excellent. Éric, puisque tu es en train de répondre, j'ai une question très rapide et technique, donc ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Avez-vous une référence de lecture en termes de leadership conscient? Le leadership conscient, oui. Donc, demande à la personne de m'écrire, puis je vais lui donner quelques références américaines et canadiennes, entre autres là, un article là, du HEC là, où on travaille chez les cadres des entreprises, ce modèle de leadership-là, à contrario d'un leadership qui pourrait être dit des leaderships destructeurs comme un leadership machiavélique ou tyrannique. Excellent. Donc, nous devons malheureusement conclure la discussion. Je cède la parole à M. Pigeon et je l'invite à faire comme une synthèse des points les plus saillants qui ont émergé durant la discussion et je reprendrai la parole après. M. Pigeon, la parole est à vous. Merci beaucoup, Mme Amar. J'en profite pour remercier encore une fois nos quatre invités qui ont apporté des informations, des témoignages extrêmement pertinents, encore une fois à la hauteur de leur réputation. Je retiens quand même beaucoup de choses qui vont beaucoup m'inspirer dans le choix des priorités. Puis en vous écoutant, je réfléchissais aussi beaucoup à
à ma présentation pour ma première assemblée générale avec toute l'équipe la semaine prochaine. Ça m'inspirait beaucoup de choses. Du côté de M. Morissette, la mise à l'avant-plan de la socialisation des élèves, effectivement, c'est une réalité incontournable qui vaut la peine d'être aussi martelée lors de l'Assemblée générale initiale. Les modèles de leadership à privilégier, le leadership positif, le leadership conscient, toutes les modalités qui sont présentées, effectivement, j'ai moi aussi très envie d'aller en chercher davantage, de ramener le concept d'intelligence émotionnelle à l'avant-plan, parce qu'effectivement, les défis qu'on a vécus de ce côté-là au niveau de la gestion du stress, je l'écoutais, puis il était très généreux à mon endroit, là, mais je me reconnaissais aussi à contrario de dire bon, gestion du stress, optimiste. Est-ce que j'étais toujours optimiste et jamais je critiquais la santé publique ou les décisions du gouvernement? Non, je n'étais pas toujours optimiste. Il faut être optimiste réaliste. Ah, OK. On appelle ça un pessimiste un pessimiste défensif. Qui est revenu beaucoup chez M. Morissette et chez Mme Papazian, Garine, les relations humaines positives et empathiques. Ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important que j'ai gardé en note. La dernière chose sur laquelle j'ai pris beaucoup d'autres notes, mais rapidement dire que j'ai noté dans ce que M. Morissette a dit, de ne pas le faire seul, de s'entourer, qu'on soit la seule direction dans notre école, dans un milieu un peu plus petit, ou avec de grosses équipes de direction, il faut s'entourer et aller chercher nos leaders, repérer et utiliser nos forces dans le milieu pour mettre l'accent sur les priorités qui sont mises. Du côté de Mme Marion, j'ai beaucoup apprécié, ça me rejoignait beaucoup ce que Mme Marion, je l'ai mentionné tantôt, que je travaille dans un milieu défavorisé. Donc, les exemples qui étaient donnés par Mme Marion étaient extrêmement parlants pour moi quand elle mentionnait que la pandémie a accentué les écarts et qu'il faut, plus que jamais, enraciner une culture d'apprentissage forte et inclusive. Moi, cette phrase-là aussi, je vais la récupérer, vous l'appliquer, Mme Marion, puis l'utiliser dans mes communications avec mon équipe et avec les parents. J'ai beaucoup aimé aussi quand vous avez parlé, on parle beaucoup du développement de la collaboration école-famille, mais de l'accentuer sur le soutien aux apprentissages, de pas juste la collaboration école-famille, que l'école va voir comment ça va mal à la maison, qu'on appelle les services sociaux pour soutenir la maison ou qu'on soutient la famille dans l'éducation à la sexualité ou dans l'éducation au numérique ou ce genre de choses-là, mais vraiment dans le soutien à l'apprentissage réel. Comment est-ce qu'on peut, comme école, impliquer davantage les parents à ce niveau-là? J'ai bien noté les 4 stratégies que vous aviez mentionnées, mais je voulais nommer celle-là qui a vraiment eu beaucoup d'écho de mon côté. Du côté de Mme Beaulac, j'ai le privilège de travailler avec Mme Beaulac depuis l'an dernier et j'ai vraiment, même en travaillant avec elle, j'ai pu prendre des choses inédites dans ce que Mme Beaulac nommait, puis des choses qui résonnaient, puis qui me rappelaient de l'amener dans mon discours. D'abord, la première chose, c'est la formation à nous-mêmes. Le fait de côtoyer Mme Beaulac depuis 1 an, je sais tellement plus de choses sur l'évaluation au service des apprentissages. Je suis tellement plus intelligent à la côtoyer. C'est extraordinaire. Quand elle dit ça fait quelques années qu'on parle de triangulation des observations, moi, ça fait quelques mois, j'en ai entendu parler. C'est Mme Beaulac qui m'en a parlé. Donc, d'aller utiliser ce vocabulaire-là, d'aller s'appuyer. L'évaluation au service des apprentissages, je savais que ça existait, je connaissais la politique d'évaluation, je savais bien que c'était la rétroaction, puis cette partie-là, puis c'était ça qu'il fallait faire, mais ce n'était pas en tout qui se passait dans mon école. Donc, de la côtoyer régulièrement, puis d'entendre ce discours-là, puis de l'intégrer à mon propre discours, puis dans mes échanges avec les enseignants, c'est vraiment ce que je retiens comme élément clé
du déploiement de ce changement-là que je considère fondamental. Et c'est un des endroits, la socialisation, c'est un des nœuds importants ou une des priorités qui ne doit pas disparaître en situation post-pandémique quand on finira par y arriver. Et la deuxième, pour moi, qui ne peut pas disparaître, c'est vraiment le changement en pratique évaluative. C'est vraiment là, j'espère, ce que seront les deux grands héritages dans mon école lorsqu'on fera le bilan et qu'on dira « Hey, c'est fini, t'en rappelles-tu de la pandémie? » Mais que c'est merveilleux que depuis ce temps-là, on est plus préoccupé par l'aspect socialisation de nos élèves et que nos pratiques évaluatives sont différentes. Du côté de Mme Papazian, je l'ai dit tantôt, j'avais déjà eu l'occasion de travailler avec elle, de la retrouver. Encore une fois, c'est extrêmement inspirant. Quand on parle de climat scolaire sécuritaire, les différentes composantes d'un climat scolaire sécuritaire, de la posture bienveillante qu'on doit avoir et j'ai beaucoup aimé quand vous avez parlé de trouver l'équilibre entre la santé physique, la santé mentale, la réussite éducative. Ça, c'est extrêmement parlant. C'est des choses que je veux aussi intégrer dans mon discours auprès de mon équipe. Je parle depuis tantôt de l'Assemblée générale comme si c'était la seule fois de l'année que j'allais parler à mon équipe, là, mais à chaque fois que j'aurai des occasions d'échanger collectivement ou individuellement avec eux. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est quand vous avez nommé que les actions universelles, c'est des actions qui ont des portées différentes sur chaque personne. Ce n'est pas parce que je pose une action universelle qu'elle aura le même impact sur chacun. Si je dose bien, si je planifie bien mes actions universelles, j'aurai un impact sur le sentiment de sécurité physique chez une personne et la même action aura un impact sur le sentiment de sécurité psychologique sur son voisin. Et ça m'a beaucoup parlé parce qu'on a souvent l'impression qu'on doit faire des actions sur la sécurité physique, des actions sur la sécurité psychologique, des actions sur la pandémie, des actions, alors que ça m'a ramené à, OK, je peux réfléchir avec mon équipe puis trouver des actions qui auront un impact différencié, qui répondront aux besoins différenciés de chaque personne. Me revenir aux 3 niveaux de la réponse à l'intervention avec la vraie définition des interventions universelles. Finalement, j'ai été très content d'entendre la réponse sur que doit-on prioriser. La réponse, le premier volet de la réponse, les deux, mais aussi le deuxième volet aussi que la vraie mission de l'école, c'est le bien-être, la sécurité des élèves. Oui, se servir du bien-être, la sécurité des enseignants, puis de l'avoir à cœur, puis tout ça, mais que ça ne peut jamais passer en second plan. J'apprécie cette réponse aussi claire que ça. Puis au final, la période de questions, ce qui est ressorti, j'ai beaucoup aimé les dernières réponses qui ont été données quand on utilise des expressions comme prendre ça un peu plus cool, de relativiser, comme le disait M. Morissette aussi, parce qu'on est en 4e vague, on a un peu plus d'expérience. C'est sûr que je vais continuer de stresser, c'est sûr que je vais me demander si je réponds à toutes les attentes sanitaires. On a tous cette déformation-là. Je suis sûr, chers collègues, que vous allez le vivre de la même façon, mais je vais quand même avoir au moins la petite voix de Garine, la petite voix d'Éric qui vont me dire « Calme-toi, là. Hein? Tu l'as fait, tu l'as refait, puis ça va bien aller. Tu vas bien le faire. » Puis je terminerai en partageant une grande fierté pour notre système éducatif au Québec parce qu'on a maintenu nos écoles ouvertes. Et ce n'est pas partout dans le monde. Il y a des voisins très près de nous, en Ontario, aux États-Unis ou ailleurs, des systèmes scolaires extrêmement avancés où on n'a pas réussi à maintenir les écoles ouvertes. Et ça, pour moi, avec tout ce que ça nous en a coûté et avec l'état physique et émotif que je ressens encore personnellement et ce que ça m'en a coûté personnellement, puisque je sais que ça vous en a coûté personnellement aussi, mais au moins, je sais pourquoi j'ai puisé au fond de mes réserves comme ça, parce que ça a fait la différence pour beaucoup. On serait encore bien plus mal pris si on était passé en virtuel plein pour nos élèves, particulièrement nos tout-petits du primaire. Je ne travaille pas au primaire, mais j'ai une fille qui était au primaire l'an dernier. Donc, je sais tout ce qui a été investi, puis je parle régulièrement avec mes collègues du primaire. C'est là-dessus que je voulais terminer avec vous en vous partageant cette fierté-là d'avoir été dans un réseau scolaire qui a fait ce choix-là et dans un coin de pays
qui a fait ce choix-là de prioriser l'éducation devant les mesures sanitaires, même si au final, ça a été un paquet de troubles et que ça continue de l'être. Voilà, Madame Amor, ce que je voulais partager en synthèse. Merci beaucoup, M. Pigeon, pour ce beau tour des éléments soulevés par nos 4 panélistes et pour ce beau message positif, plein d'espoir et optimiste. Nous avons vraiment besoin en ce début d'année, surtout qu'on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend. Merci beaucoup à tous nos invités, nos panélistes, pour votre engagement, générosité et participation. Ce fut un vrai plaisir de vous écouter et d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Merci à nos participantes et participants. Donc, votre présence en cette fin de journée nous montre que cet engagement n'a d'égal que le vôtre. Donc, merci d'être présent et merci d'avoir posé des questions fort intéressantes qui ont enrichi cet événement. À l'instant, dans la section clavardage, on vous partage un lien vers un court sondage. Je vous invite à prendre 1 minute pour y répondre parce que votre opinion est très importante pour nous. Donc, je vous invite vraiment à remplir ce sondage. Il ne me reste que vous remercier beaucoup de votre participation et au plaisir de vous revoir pour d'autres conférences. Je fais ça au nom du réseau des diplômés des donateurs de l'Université de Montréal et aussi de la Faculté des sciences de l'éducation. Et bonne soirée.